on est parti pour le premier point actu hardware de la semaine. Aujourd'hui, lundi 14 juin 2021. Et au programme, comme tous les lundis, on commencera avec les prix des différents composants, cartes graphiques, processeurs, kits de mémoire RAM et SSD. Voilà. Ensuite, on aura un truc qui revient, qu'on n'a pas eu depuis longtemps, qui est un petit récap des ventes de jeux vidéo suivant les plateformes. On a été habitué à voir Steam, et là on a Steam et plus, incroyable. On parlera ensuite assez rapidement, j'ai pas envie d'y passer trop de temps, mais j'ai envie d'en parler quand même, la conférence Xbox Bethesda. Si vous êtes grand amateur de jeux vidéo, votre week-end a été rythmé par les différentes conférences liées à l'E3. J'ai pas tout regardé, j'ai regardé en partie le flux Twitch, du coup, qui est protégé des problèmes possibles de DMCA. Et bon voilà, il y a des déceptions, forcément. Et honnêtement, de ce que j'ai vu, la conférence Xbox était la mieux. Et en plus, ça montre une vraie stratégie de Xbox, un vrai... on voit où ils veulent aller, contrairement à d'autres acteurs du milieu du jeu vidéo. Et c'est plutôt intéressant. Ensuite, on parlera aussi rapidement de cette histoire de panne sur les numéros d'urgence en France, une histoire qui a fait beaucoup parler et qui continue de faire parler. Le responsable, c'est Orange. Ils se sont justifiés sur les problèmes rencontrés, pas de problème, en tout cas pas d'actes de malveillance, juste des bugs, ce qui soulève quand même des questions et des potentiels problèmes. Et voilà, il y a des trucs qu'il faut refaire, parce que visiblement, ça a été, on a eu des problèmes, ça en théorie, ça peut arriver, mais en plus de ça, on n'a pas très bien réagi pour rétablir les choses. Donc, ça met en lumière des lacunes dans les plans de sécurité ici. Sachant que les numéros d'urgence, quand même, c'est un peu essentiel. On parlera aussi rapidement de AMD en termes de processeurs qui dévoilent des petits brevets qui pourraient laisser penser qu'ils travaillent sur une architecture Big Little, un peu à l'image de la future génération de processeurs Intel avec la 12e. Donc l'architecture Big Little, c'est faire cohabiter différents composants qui ne sont pas forcément de même nature, de graver dans les mêmes finesses, tout ça. Et même idée, mais des façons différentes d'y parvenir. Donc c'est aussi intéressant qu'ils aient les mêmes idées, mais qu'ils les mettent en œuvre de façon assez différente. On parlera de PC portables avec des PC gaming équipés de RTX 3070 mobile, des PC plus ou moins intéressants. C'est assez marrant, il y a deux promos qui sont pas mal ressortis aujourd'hui. Une pour le coup assez intéressante, l'autre beaucoup moins, avec exactement les mêmes configs. Alors on n'est pas sur les mêmes châssis, on n'est pas sur les mêmes marques, mais à l'intérieur il y a les mêmes choses et il y a quand même un gros écart de prix. Et ça c'est assez surprenant. On verra aussi pour la beauté des yeux un petit... il est ici, regardez comment il est beau. Un petit mode vraiment de l'art abstrait, le Picasso des modes. Ça m'a fait marrer, alors c'est joli, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'on finira avec les cartes graphiques, et vous savez, les cartes graphiques, on passe rarement un bon moment. Aujourd'hui, ne dérogera pas à la règle. Donc, c'est bien de se faire un peu plaisir pour les yeux avant de parler des choses qui fâchent. On commence direct avec les choses qui fâchent. Forcément, on va parler des prix et plus précisément des cartes graphiques. Comme d'hab, c'est de l'apocalypse en termes de prix, en termes de disponibilité. Et en plus, la semaine dernière, vous voyez l'arrivée de la nouvelle 3070 Ti, la dernière née de Nvidia. Et il se passe des trucs chelous vu que voilà, elle est sortie à un prix annoncé pour les Founders Edition de 620 €. Et visiblement, bon, pas de Founders Edition, mais visiblement, il y a des cartes qui ont bien été vendues à 620 €. Sachant qu'à l'heure actuelle,
620 € est moins cher qu'une 3070 qui est censée être la référence un peu plus accessible et un peu moins chère. Donc, même à l'heure actuelle, vous pouvez acheter des 3070 Ti moins chers que des 3070, ce qui est un peu surprenant, sachant que c'est quand même censé être la gamme un peu au-dessus. Ça n'a pas vraiment de sens. Faut noter que à la base, je dis bien à la base, la 3070 a été lancée à 550 €. Bien sûr, elle n'est pas restée, voire pas été à 550 €. Donc, donc voilà, c'est quand même assez surprenant de voir qu'avec ces hausses de prix énormes, on ait ce genre d'histoire un peu chelou avec une carte qui vient juste de sortir, qui se retrouve moins chère que la gamme du dessous. C'est ceux qui en ont profité, tant mieux pour eux, hein. Pour les autres, ça reste en général quand même des cartes qu'on paye trop cher. Et ça, c'est triste. Et sinon, pas grand chose d'autre, hein, dans le monde des cartes graphiques. On a des cartes qui sont toujours très très hautes en termes de prix. On a vu que les 1650 se vendaient aux alentours des 300 €, les 1660 aux alentours de 450 jusqu'à 600 €. C'est vraiment un monde de fou. Et pour l'instant, ça ne bouge pas trop, malheureusement. Et on n'a pas encore eu l'arrivée des cartes bridées de manière massive sur tous les modèles. Et ça, on attend aussi. On attend aussi ces nouvelles références qui devraient arriver, hein. Ça fait longtemps qu'on nous dit qu'elles sont en prod, mais on ne les voit pas pour l'instant. On continue avec les prix des processeurs. Alors, pas de super nouvelles, hein, cette semaine en termes de processeurs, même si on n'est pas dans des prix spécialement hauts, hein. Comparé aux cartes graphiques, tout va bien, on est dans le meilleur des mondes. De toute façon, comparé aux cartes graphiques, on est partout dans le meilleur des mondes. Donc ça, c'est un peu triste. Du coup, côté processeur, on a d'abord des baisses, plus ou moins significatives, du genre une baisse de 3 € sur un Ryzen 7 3700X, on s'en fiche. Honnêtement, 3 €, ça ne fait pas de différence, surtout sur des processeurs qui sont pas ultra accessibles de base. Par contre, moins 30 € sur un 3950X, là c'est un peu plus intéressant, ça fait un processeur qui passe de 850 à 820, là on est sur du très haut de gamme, donc c'est pas non plus ultra intéressant, mais au moins c'est significatif. Et après on a d'autres petites variations, le 5100X qui perd 3 €, on s'en fiche un peu. Le Ryzen 7 dernière génération qui perd 9 €, pareil, pas grand changement. Et un Ryzen 9 5900X, moins 3 €, là encore on est sur des processeurs qui coûtent très cher, 3 €, ça ne changera pas grand chose. Par contre chez Intel, on a le i5 dernière génération qui perd 15 €, voilà. Comme le i7 dernière génération et le i9 dernière génération qui lui perd 30 €. Donc alors on ne sait pas si c'est parce qu'ils les vendent pas assez ou parce qu'ils ont juste envie d'être un peu agressifs dans les prix. Mais ici, des petites baisses sur les Intel dernière génération, la 11e. Donc, ça peut intéresser des gens qui attendaient un peu de passer à cette 11e génération, même si la 11e génération, voilà, c'est pas celle qui régale le plus. On a aussi des hausses uniquement côté Intel, avec une hausse sur la 10e génération, le i7 et le i9. i7 qui prend 24 € tout de même sur ce qui n'est pas la dernière génération, sachant que dans le même temps la dernière génération baisse en prix, un peu étrange, hein, comme move. Et on a le i9 10900K qui lui prend 30 €. Alors lui il a une place un peu différente, vu que il n'est pas réintroduit tel quel dans la 11e génération. Le i9 10e génération a 10 cœurs, le i9 11e génération en a que 8. Donc on n'est pas exactement sur les mêmes produits, on n'est pas vraiment sur un upgrade du même produit, donc place un peu à part. Et il peut avoir des variations un peu plus indépendantes que les autres. Donc voilà, un des processeurs qui restent dans des prix plutôt intéressants. On attend encore des petites baisses, hein, sur la dernière génération de processeurs AMD qui est très intéressante, et c'est peut-être pour ça qu'elle ne baisse pas en termes de prix, vu qu'elle est très intéressante en termes de performance. Mais je pense qu'actuellement c'est le mieux, hein. C'est le mieux, les Ryzen 5000. Pas forcément en termes de prix, mais en termes de perf, on est sur du très solide.
On continue avec la RAM et là on va moins rentrer dans le détail parce que c'est moins intéressant. Faut savoir que il y a des hausses et il y a des baisses qui s'équilibrent un peu. On n'est pas sur des trucs très importants, on n'est jamais sur plus de 10 € en termes de variation, que ce soit en hausse ou en baisse. Donc on est plutôt sur, voilà, sur une petite accalmie, pas de tendance, pas de variation importante. Encore une fois, on nous a annoncé plusieurs fois même des problèmes potentiels à venir sur les prix de la mémoire RAM. Pour l'instant, on n'est pas impacté et on croise les doigts pour que ça continue. Et on a toujours des prix plutôt attractifs en termes de RAM, ce qui est toujours appréciable. On finit avec les SSD et là c'est comme pour la RAM, on a quelques hausses, quelques baisses, rien de bien méchant. Vous voyez, on a par exemple plus 15 € sur un SSD qui est plutôt très cher, hein. On est ici sur des bons débits, 1 Tera, voilà, 15 € c'est pas non plus énorme. On a aussi des petites baisses, hein, vous voyez ici. On est sur plutôt une accalmie. Le Chia n'a pas encore détruit notre marché du support de stockage, tant mieux, croisons les doigts pour que ça reste comme ça. Et toujours des prix plutôt attractifs, hein, dans les SSD, dans le stockage en général. Ici c'est que le SSD, mais même le disque dur sont à des prix plutôt intéressants. Encore une fois, on surveille l'histoire du Chia qui fait encore et toujours beaucoup parler. On a eu les deux grandes marques du support de stockage, Western Digital et Seagate, si je ne me trompe pas, qui expliquaient qu'ils allaient augmenter leur prod à cause notamment du Chia et de la demande croissante. On a le retour des petits tops des ventes de jeux vidéo et ça me régale, ça faisait longtemps qu'on les avait pas eu. Et en plus, là en ce moment, E3 oblige, on parle beaucoup jeux vidéo et j'étais curieux de savoir si les annonces de l'E3 avaient pu booster certaines licences. Et il s'avère que oui, hein, tout de même. Vu qu'on a dans le top de cette semaine, par exemple, on a Battlefield 2042, déjà assez incroyable, un jeu qui n'est bien sûr pas sorti et qui doit être disponible en précommande, j'imagine. Mais on a aussi Battlefield 5, vous voyez, hein, qui, j'imagine, voilà, gagne en communauté grâce à l'annonce du prochain Battlefield. Les gens se disent bon, je vais me mettre à l'ancien, comme ça je serai au taquet pour la sortie du nouveau. Bon, sinon on a It Takes Two qui là revient un peu de nulle part à la deuxième place. On a Guilty Gear Strive que je ne connais pas à la première et troisième place. Donc pas mal. Après on a des trucs un peu plus connus avec le Valve Index VR Kit ou CSGO, mais aussi GTA V encore et toujours. Et Arc Genesis Season Pass. Voilà. Donc ça c'est les ventes sur Steam par revenu. C'est pour ça que par exemple on a du CSGO par exemple. Mais on a aussi les chiffres du CEL, qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, donc en gros le syndicat des studios de jeux vidéo en France. Donc c'est les chiffres pour la France, ce qui est intéressant. Et on a une répartition par support avec sur le PC, on voit ici MFS, donc Microsoft Flight Simulator, suivi des Sims 4 et de Pro Cycling Manager 2021 sur PC. Quant aux consoles, sur les next-gen, on a voilà, Resident Evil Village, le dernier du nom qui trust la première place. Et ensuite, on a, suivant les exclusivités sur PS5, on a le dernier Spider-Man suivi de FIFA. Sur les Xbox dernière génération, on a Assassin's Creed Valhalla et Call of Duty Black Ops Cold War. On a aussi les plus anciennes générations. Voilà, pas d'inconnus au bataillon. On a du FIFA 21, du Biomutant, du Cyberpunk et du Resident Evil. Donc voilà, plutôt marrant et on voit quand même que l'E3 a un impact direct, hein, sur les achats de jeux vidéo, même bon, par exemple Battlefield qui apparaît direct à la 4ème place alors que le jeu vient juste d'être annoncé.
mais aussi Battlefield 5 hein, qui revient suite à l'annonce du futur Battlefield. Donc, si vous voulez vendre des jeux, il faut faire des belles annonces pour les futures itérations de ces mêmes jeux. Et vous allez revendre les anciens jeux incroyables. On continue avec un peu de news de l'E3 et notamment la conférence Xbox Bethesda sur laquelle du coup je suis tombé un peu par hasard hier lors de ma transition entre Trackmania et TFT. J'ai mis le live qui était fourni par Twitch pour rediffuser l'E3 sans avoir de problème de DMCA, donc de problème de droit d'auteur sur la musique, vrai gros problème hein, des rediffusions aujourd'hui. Et ça m'a. Du coup, je suis arrivé au moment où c'était la présentation de Forza, si je ne me trompe pas, le nouveau Forza là qui va se passer au Mexique. Et ça m'a plutôt. Non, c'était Flight Simulator puis Forza. Ça m'a plutôt hypé, du coup j'ai eu envie de la regarder. J'ai regardé la VOD, toutes les VOD sont disponibles au moins sur YouTube, j'imagine, de toutes les conférences. Ça c'est pas mal aussi parce qu'on peut pas toujours tout suivre, c'est pas toujours à des horaires pratiques. Et honnêtement, c'est la meilleure conf que j'ai vue pour l'instant de cette E3 de cette année. Après, ça c'est aussi une histoire de goût hein, parce que tout le monde n'attend pas les mêmes titres et le même type de jeu. Mais honnêtement, c'était voilà, il y avait du rythme, c'était vivant, ça a duré un peu moins d'1 heure et demie et sur les 1 heure et demie, on a 90% de trailers de jeux, de trailers, de gameplay, enfin beaucoup de jeux et très peu de blabla et de parlotte, ce qui est exactement ce que j'attends d'une conférence E3 où on est là pour les jeux vidéo, on est là pour voir du trailer, du gameplay, à la limite un tout petit peu d'explication des devs pour donner l'esprit du jeu, l'esprit du gameplay, tout ça, mais surtout des images de jeu, des trucs qui nous donnent envie de mettre la main sur ces titres et de jouer à ces titres. Et pour le coup, j'ai trouvé que enfin Microsoft ici, avec Bethesda, ont juste fait une masterclass. Ils ont filé du trailer à ne plus savoir qu'en faire. Ça a régalé. Ils ont présenté quoi, c'est 70 jeux, un truc comme ça en 90 minutes, ce qui est assez incroyable. Et en plus avec une façon vraiment pour moi c'est une masterclass en mode à la fin de chaque jeu on a, c'est pas exactement mais presque à la fin de chaque jeu on a disponible des One sur le Game Pass, euh, des jeux qui du coup sont parfois des triple A. On est quand même sur voilà par exemple on a ça qui est ajouté mais aussi des nouveaux par exemple Flight Simulator qui arrive sur console, Age of Empire 4 qui arrive sur PC, Day One dans le Game Pass. On a des trucs, pareil pour Forza Horizon 5 qui arrive aussi Day One dans le Game Pass. Halo Infinite, pareil. Halo Infinite qui a en plus un mode de jeu PVP free to play. Donc vraiment, pour moi, masterclass. Alors je vais pas faire tout le. Vous voyez, il y a 1 milliard de jeux qui a été présenté, 1 milliard de trailers. Même Hades, quel bonheur de voir Hades montré à tant de gens et le rendre disponible à tous les propriétaires de consoles. Vraiment un jeu, si vous ne l'avez pas fait, un pur bonheur de jeu indépendant. Euh, Grosse recommandation de ma part. Et en plus, des trucs à venir dans les années futures, 2022-2023. Donc, vraiment une grosse conférence, beaucoup d'annonces. Et à chaque fois, ce lien avec leur abonnement du Game Pass, une disponibilité dans le Game Pass, une disponibilité Day One la plupart du temps, des exclusivités aussi, du coup Xbox et PC. Vraiment une masterclass et vraiment une bonne conf. Je me suis pas ennuyé 90 minutes, pourtant ça peut être long. Et là, je me suis pas ennuyé, il n'y a pas eu de moment où je me suis dit oh qu'est-ce que je fous là, pourquoi je regarde cette conf. Alors que croyez-moi, ça arrive, les conférences peuvent être longues. Et là vraiment c'était de bon goût et un bon rythme et du bon contenu. Donc vraiment une réussite, ce qui n'est pas toujours le cas hein, des conférences Xbox. Mais là bravo à eux, c'était vraiment un bon moment. Et honnêtement, de mon point de vue,
totalement personnel. Pour l'instant, la meilleure conférence de l'E3 que j'ai pu voir, et pourtant j'en ai vu pas mal, hein. Je vous avoue que j'ai regardé pas mal de confs, et forcément je vous invite, si vous voulez regarder la VOD de cette conf, de regarder directement celle qui est donnée par Xbox, du coup avec les vraies musiques, et pas les conférences qui ont été rediffusées par un tel ou un tel qui du coup utilise le flux de Twitch, qui est bien sûr libre de droit, mais du coup parfois ça pose des problèmes du genre pendant la conférence Ubisoft que j'ai regardée. Je l'ai regardé d'abord sur la chaîne de Mister MV qui avait tout un setup très intéressant et tout. Sauf que là, bim, trailer et musique dont ils n'avaient pas les droits, donc remplacés. Sauf que au-delà de la musique, on avait aussi des explications d'un dev qui expliquait son jeu. Et du coup, bah, remplacement de la piste audio, pas d'explication du dev. Ce qui est un peu triste, du coup, de perdre une partie des trailers parce que on n'a pas pu payer les droits. Donc voilà, honnêtement, si c'est vrai que c'est cool pour tous les gens qui veulent restream de fournir ce flux, mais si vous voulez avoir la vraie conférence avec les vraies musiques et les vraies explications des devs, on est encore et toujours obligé de passer par les flux qui sont pas libres de droit, malheureusement, et donc pas restreamables, en tout cas pas sans avoir de problème. J'ai vu qu'il y a eu des gens ban ce week-end, Twitch, pour non-respect des droits d'auteur. C'est toujours compliqué. Et du coup, on revient aussi là-dessus, hein, sur du coup le Game Pass qui est vraiment l'axe principal de travail de Microsoft à l'heure actuelle après avoir sorti ses nouvelles consoles. C'est d'avoir un catalogue qui touche toujours plus de personnes, toujours plus riche et qui s'adresse à toujours plus de consommateurs. On a bien sûr à la base le Game Pass, c'est d'abord pour les Xbox mais aussi pour les PC. Et on a vu cette envie de Microsoft d'aller s'installer un peu partout sur tous les appareils qui peuvent ou pas faire tourner des jeux, parce qu'on a aussi xCloud qui peut permettre sur des télés ou des smartphones d'avoir une expérience de jeu poussée sans avoir forcément la puissance pour faire tourner le jeu sur le matériel. Donc visiblement, c'est ce que Microsoft veut comme avenir, avoir son Game Pass, potentiellement continuer les consoles, tout ça, mais surtout avoir son Game Pass qui lui permet d'être présent chez un maximum de consommateurs. Et pour ça, il faut une offre riche et avec du renouvellement, avec des exclusivités, avec du Day One. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et d'une très bonne manière. Et honnêtement, voilà, hein, quand on regarde la conférence Xbox d'hier, Xbox Bethesda, on a limite qu'une envie, c'est d'aller souscrire à l'abonnement Game Pass après la conférence pour pouvoir mettre la main sur tous ces jeux qui sont du coup accessibles dans le Game Pass, dans une seule offre, avec un seul paiement mensuel. Et du coup, ça fait très envie. Surtout que on compare souvent Xbox et PlayStation, et de l'autre côté, vous avez du coup Sony avec sa PlayStation qui, eux, veulent vendre des jeux à 80€. Ce qui est un prix énorme, sachant que du coup, un an de Game Pass. Alors, un an de Game Pass, c'est des 10€ par mois, 120€. Ça fait un jeu et demi plein tarif PlayStation. Voilà, pour un an de catalogue qui vous offre plein de jeux, qui vous offre une disponibilité sur plein de jeux et un accès à vraiment plein de types de gameplay différents, de contenus différents. C'est quand même une offre assez incroyable, je trouve. Surtout si on compare aux 80€ d'un jeu neuf que veut faire payer Sony. Ça va intéresser du monde. Hein. Ça va intéresser du monde, surtout s'ils enrichissent de la manière leur catalogue. On a vu quand même qu'ils sont en mode en train de racheter plein de studios pour justement étoffer l'offre. Donc c'est très intéressant. On en profite en plus pour dire qu'il y a une petite promo sur l'abonnement Game Pass PC, attention uniquement sur PC,
Alors c'est sur le site de la Fnac où vous pouvez avoir 40% de réduction sur 3 mois d'abonnement Xbox Game Pass PC, uniquement PC. A noter en plus que le premier mois d'abonnement coûte seulement 1 euro. Voilà, on veut permettre aux gens de découvrir l'offre pour ensuite... voilà, ils sont quand même sur l'histoire de se dire qu'à partir du moment où la personne ou un joueur découvre cette offre et découvre les possibilités qu'offre le Game Pass, il n'ait plus envie de se désinscrire et du coup c'est pour ça qu'on a un mois à 1 euro, puis régulièrement des offres pour avoir des prix réduits ou des découvertes les premiers mois d'abonnement à des prix très intéressants. Donc ici ça fait quand même 3 mois d'abonnement à 17,99 €, ce qui est quand même pas cher pour jouer à vraiment plein de jeux pendant 3 mois. Bon, même si sur PC on paye pas 80 € les jeux, ça reste très intéressant. Et voilà, moi par exemple, le Age of Empire 4, il peut me faire passer au Game Pass parce que tout dépend le prix du jeu à sa sortie, mais peut-être pas forcément envie de l'acheter. Par contre, s'il est disponible dans le Game Pass à un prix attractif, enfin si le Game Pass reste à des prix attractifs, ça peut être un gros... Mais non, mais c'est le 4, par contre. Par contre, c'est le 4. C'est le 4. Euh... 5, on verra, hein, mais d'abord le 4. Donc, par exemple, effectivement, moi, ça peut être un des trucs, peut-être pas envie de l'acheter, mais en tout cas, dans un premier temps, un mois à 1 € de Xbox Game Pass pour découvrir le jeu et voir si j'ai envie de l'acheter, et bah, ça peut très vite partir. Donc, vraiment intéressant. Et vraiment, ça donne juste envie d'avoir accès à ce catalogue, hein. Pas forcément envie de payer, on n'a jamais trop envie de payer, mais avoir accès au catalogue. Et on finit, dernier truc Microsoft, Xbox, parce que faut pas qu'on traîne trop. En plus, ça n'a pas été dit dans la conférence, mais c'est sorti juste après. Il y a eu le même de oui, la Xbox Series X, ça ressemble à un frigo, tout ça. Il y avait même eu des influenceurs, youtubeurs, streamers américains qui avaient reçu un vrai grand frigo taille frigo américain, hein, en cadeau pour leur anniversaire ou pour la pub, je sais pas trop. En tout cas, ils avaient été gâtés par un frigo style Xbox. Et là, c'est pas seulement pour les influenceurs, c'est pour tout le monde. Vous allez avoir le droit à votre mini frigo. C'est un petit format. Si ça vous intéresse, euh, voilà, c'est marrant en vrai. Je crois qu'ils s'étaient engagés, ils avaient perdu un pari, ils s'étaient engagés à faire ça, mais du coup, on a bien ce mini frigo, euh, probablement le frigo le plus performant jamais conçu. Après, honnêtement, pas sûr que ça arrive un jour en Europe, ce sera probablement réservé pour les États-Unis. Un peu triste, mais c'est fun, je trouve ça marrant et c'est bien de... Voilà, ils s'étaient un peu fait bâcher sur le look de leur console et ils avaient un peu pris ça à l'autodérision et d'aller un peu au bout comme ça. Moi, je suis preneur de ce genre de communication. C'est un peu décalé tout ça. Allez, on parlait à Devolver, ils connaissent ce décalé. Euh, non, moi, je trouve ça marrant, c'est bien d'en parler. C'est bien de parler de ce genre de petites fun facts. Avant de passer à un truc bien moins drôle en plus, on va parler rapidement, je veux pas trop m'éterniser là-dessus, mais d'Orange et de ses problèmes qui a entraîné voilà, de l'indisponibilité sur les numéros d'urgence, ce qui n'est quand même pas rien, hein. Là-dessus, faut être très clair. Je pense à m'hydrater. Faut être très clair là-dessus, hein. L'indisponibilité des numéros d'urgence c'est quand même une catastrophe, que ce soit la police, les pompiers, le SAMU, peu importe, hein. C'est des numéros qu'on appelle en urgence, hein, comme leur nom l'indique, et en général quand on appelle ce genre de numéro, chaque seconde compte, en tout cas plus ça va vite, mieux c'est pour tout le monde. Et du coup on a eu une journée noire, hein. On a eu une journée noire le 2 juin dernier avec une indisponibilité de différents numéros pendant des périodes plus ou moins longues. Euh,
on explique qu'il y a eu 11% de pertes sur les appels passés au numéro d'urgence. 11%, c'est 11% de trop, hein, bien sûr. Et forcément, c'est Orange qui s'occupe de tout ça, donc ils ont dû se justifier forcément, hein, vu que ça a beaucoup parlé. Et c'est normal qu'ils doivent se justifier quand on a des problèmes sur ce genre de service qui est considéré comme essentiel. Le numéro d'urgence, c'est essentiel. Et il y a eu d'ailleurs des drames, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a eu des drames suite à l'indisponibilité de ces numéros. Et honnêtement, j'aime pas trop leur communication, donc je le dis. De toute façon, je suis pas payé par Orange, donc chez Orange, si vous voulez une OP, on peut toujours, hein, mais voilà, ils nous lâchent du pseudo jargon technique qui en vrai est plus du blabla sans vraiment beaucoup de sens. On nous explique, et ça c'est quand même rassurant, qu'il n'y a pas d'acte malveillant derrière tout ça. C'est quand même le truc qui est rassurant. Donc personne n'est allé faire en sorte que ça ne fonctionne plus. Et ça, heureusement, parce que ce serait quand même assez dramatique. Mais que du coup, ça vient d'un bug logiciel. Alors les fameux bugs logiciels, hein, après Fastly qui a fait planter une grosse partie de gros services à internet et grosses plateformes suite à un bug logiciel. Maintenant, c'est Orange qui utilise le bug logiciel. Contrairement à Fastly, Orange n'a pas été réactif. Par contre, hein, on rappelle, Fastly, 45 minutes pour établir 95% des problèmes. Chez Orange, il a fallu 2 heures pour mettre en place une cellule de crise. Voilà. Donc, il y a ça. Et il y a ce jargon juridique blabla un peu pour perdre les gens que je vais vous lire. Et vous allez y comprendre bien ce que vous voulez parce qu'on y comprend bien ce qu'on veut. Donc ils expliquent. Normalement, c'est un communiqué qui est fait pour le monde, hein, pas, pour les gens et pas pour des techniciens. Ils expliquent que l'interconnexion repose sur une plateforme de call server, qu'il y a eu un dysfonctionnement de la plateforme de service qui a provoqué des perturbations, que ce dysfonctionnement est la conséquence d'un bug dans les logiciels des call servers. Ce bug s'est activé suite à des commandes usuelles de reconnexion, perturbant le fonctionnement global des call servers malgré leur redondance entre les 6 sites distincts. Cette défaillance logicielle est désormais identifiée, on espère quand même, par le partenaire fournisseur des équipements concernés et un correctif a été adressé. Alors, pourtant j'ai quelques bases techniques. Je ne suis pas ingénieur en télécom, hein, clairement. S'il y a des ingénieurs en télécom qui passent par là, s'ils ont une expertise meilleure que la mienne, je suis preneur. Mais honnêtement, pour moi, c'est un peu du blabla bullshit pour se dédouaner. On parle de problèmes, on parle de redondance et de redondances qui n'ont pas solutionné les problèmes et qui ont répercuté les erreurs à l'infini. C'est quand même un vrai problème. En plus, on se dédouane un peu en expliquant que voilà, la défaillance logicielle a été identifiée par le partenaire fournisseur des équipements concernés et que c'est lui qui a fait un correctif. Donc pas Orange. Là-dessus, Orange, ils font quoi, s'il vous plaît? Et un peu plus haut dans l'article, on nous explique que c'est quand même très compliqué comme truc, vu qu'on a, un système qui repose sur plein de choses. On fait cohabiter toutes les technologies de, de téléphonie, que ce soit les dernières avec du VoIP ou les anciennes avec les circuits téléphoniques cuivrés de la bonne vieille époque classique du temps de France Télécom. Donc ça a l'air d'être une sacrée installation que personne n'a envie de s'occuper, hein. Clairement, ça a l'air d'être une vraie galère leur truc. Et du coup, ils sont bien sûr excusés. Ils ont dit que au-delà des problèmes, ils se sont rendus compte que leur réaction n'est pas du tout bonne, que par exemple, voilà, ils ont mis 2 heures à former une cellule de crise, alors qu'on parle quand même de services essentiels, là où en vrai ils auraient dû mettre, eux ils disent une demi-heure max, mais même une demi-heure c'est long, hein, quand on parle de services essentiels, une demi-heure c'est long. Donc je pense que on a eu des problèmes, les problèmes ça peut arriver, on n'est jamais à l'abri,
Mais ici, les organes de sécurité tels que la redondance n'a pas fonctionné, ce qui est c'est quand même un vrai problème, hein. Quand on duplique les systèmes pour avoir de la redondance, et justement s'il y a un problème qui est le système de secours qui puisse se mettre en place, et que là au final le problème se répercute sur chaque système, voilà, hein, du coup ça sert à rien d'avoir de la redondance, les gars, ça ne marche pas. Et, euh, et ils ont mis trop de temps à résoudre les problèmes. Ils parlent aussi de du coup avoir une mise à jour, une migration vers du coup tout vers la technologie IP, ce qui est le, le plus simple à l'heure actuelle pour tout administrer plutôt que gérer toutes les technologies de téléphonie depuis les années 50. Ça a créé des problèmes, c'est surtout ce qu'on retient. Il y a eu des drames et il faut changer des trucs. On voit du coup les lacunes dans leur système de sécurité, que ça soit en termes de matériel, mais aussi en termes de prise de décision humaine et de mise en place, par exemple, de cellules de crise. Donc il faut changer des trucs. Ça met en lumière les problèmes. J'espère qu'ils vont faire des changements suite à ça et que on ne reverra pas de problèmes dans le genre. C'est quand même voilà, hein, imaginez un monde où vous ne pouvez pas joindre les pompiers et que votre maison brûle, et bah comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? On parle quand même de potentiel drame absolu ici, donc j'espère que ça ne se reproduira pas. On espère. On continue sur les processeurs avec AMD qui ne fait pas directement de communication, mais on a retrouvé des petits brevets qu'ils ont déposés, des brevets qui pourraient laisser penser qu'ils travaillent sur une architecture Big Little, à l'image d'Intel avec Alder Lake. Principe de l'architecture Big Little, faire cohabiter des composants différents. Dans le cas d'Intel, c'est faire cohabiter des cœurs dédiés aux hautes performances et des cœurs dédiés plutôt à l'économie d'énergie. Mais aussi en théorie faire cohabiter des différentes finesses de gravure. Enfin, on peut tout faire cohabiter, quoi. Des trucs qui sont pas forcément faits pour marcher ensemble à la base et les mettre au sein du même composant, ici un processeur. On n'a que très peu d'informations vu que c'est seulement des brevets, mais on apprend qu'ils ont une idée un peu différente par rapport à Intel. Intel qui du coup, en gros, pour faire simple, met deux blocs de cœur, deux blocs qui sont différents, et met un autre petit bloc, un autre petit module qui permet qui choisit vers qui va les tâches. Est-ce qu'il envoie sa tâche vers le processeur performant, ou est-ce que sa tâche est plus légère et peut être envoyée vers le processeur qui, euh, qui joue l'économie d'énergie? AMD visiblement veut pas faire comme ça. Ils veulent se passer de ce module additionnel qui fait l'organisation des tâches et veut trouver un moyen d'optimiser justement cette administration et gestion des tâches et du coup réduire la latence, augmenter la performance. Tout ça est encore seulement un des brevets pour l'instant, mais c'est intéressant de voir qu'ils veulent arriver vers à peu près la même idée de faire cohabiter des composants différents, mais en n'utilisant pas forcément les mêmes solutions, ce qui du coup peut donner un produit final bien différent. C'est aussi ça qui est intéressant, avoir des produits différents. Honnêtement, si c'est avoir le même processeur entre Intel ou AMD, juste avoir sur l'un marqué Intel et l'autre marqué AMD, aucun intérêt. Donc potentiellement des beaux jours à venir chez AMD qui vit déjà des beaux jours en ce moment. Et ils veulent pas être largués dans la course aux futurs processeurs. Ils ont bien raison, sachant en plus qu'Intel a redonné un petit coup d'accélérateur en nous promettant une nouvelle génération à la fin d'année. On attend beaucoup de cette 12e génération chez Intel. Il faudra ne pas être dépassé du côté d'AMD. On passe sur les PC gamer. Ici, premier PC. Alors on sera sur deux PC 17 pouces, donc grand format. Deux PC qui ont les mêmes choses dedans. C'est un peu étrange. Ce premier qui est du coup un Acer Nitro 1350 €. Vous avez pour ce prix là un écran 17 pouces du coup
Full HD 144 Hz, un Ryzen 7 5800H, donc un très bon processeur. Vous avez le droit à 512 Go de stockage SSD NVMe, 16 Go de RAM bien sûr, et une 3070 de chez Nvidia. Voilà, tout ça dans un PC gaming. Donc déjà il fait 17 pouces, donc il est un peu grand. Il sera un peu lourd, 2,6 kg, un truc comme ça. En tout cas plus de 2 kg, on n'est pas dans l'ultra portable. On a un look gaming avec ce RGB sur le clavier. On a les bonnes aérations là à l'arrière pour pouvoir refroidir tout le processeur et la carte graphique quand ça tourne à fond. Donc voilà, un prix correct, 1350 € pour un PC portable haute performance tout de même. Après, il faudra s'adapter avec les 17 pouces. 17 pouces, c'est quand même plutôt grand. On est sur du portable transportable. C'est pas très très portable non plus en 17 pouces. Mais en termes de performance, c'est au rendez-vous. 1350 €, c'est un peu cher. Mais pour un PC portable gaming avec une 3070, c'est très correct. Sachant que, voilà, à l'heure actuelle, si vous voulez acheter une 3070 pour un PC de bureau, ça vous coûte un peu moins de 1000 € en général si vous arrivez à mettre la main dessus. Donc, voilà, pas si cher que ça. Et point très marrant, alors du coup, celui-là, je vous le conseille, honnêtement, si vous acceptez un 17 pouces. On a Asus avec ce Strix G17 qui est du coup lui à 1700 €. Donc tout de même on est à 350 € de plus que l'autre. Et pourtant il est Asus, il n'a pas le même châssis bien sûr, mais on a les mêmes composants à l'intérieur. On est sur un écran Full HD 17 pouces 144 Hz. On a le AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une RTX 3070 à l'intérieur. Donc assez drôle de voir qu'on peut avoir 350 € de différence sur deux modèles qui ont les mêmes composants. Après en termes de finition, de châssis, on n'est pas sur les mêmes choses. Hein. On voit que celui-là a l'air un peu plus fin. On a un peu moins les grosses aérations à l'arrière. On a plus de grilles d'aération ici, vous voyez. Donc conception différente, marque différente, d'un côté Acer, de l'autre côté Asus. Mais celui-là, quand même, vraiment, vraiment moins cher, sachant qu'il est déjà en promo, il est à 2000 € d'habitude, et là, il est à 1700. Donc à vous de voir si ce look ou cette marque vaut les 350 € de plus. J'ai quand même du mal à y croire. Petit moment de détente pour nos yeux avant de finir avec les cartes graphiques et de pleurer des larmes de sang. Regardez-moi ça. Voilà, c'est une personne qui a décidé de faire un objet unique, faire de l'art en créant un PC. On est sur une config custom, un mode qui est presque en lévitation. Il tient uniquement ici, là. On a juste ce point-là qui fait la liaison entre le support qui est ici et le PC, hein, toute la config qui est ici. Vous voyez ce look un peu abstrait. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait un peu le Picasso des configs, des mods. Et je trouve ça, je sais pas, je trouve que ça a un côté apaisant. Les couleurs, le petit bleu me fait bien kiffer. Il y a un côté lévitation dans cette config et moi ça me plaît. À noter aussi que voilà, on est tellement dans une ère de crise sur les cartes graphiques que même pour ce genre de truc artistique qui en soi n'a pas de prix, on utilise seulement des RTX 2060 et même pas des dernières générations parce que ça doit coûter trop cher et ça doit être trop compliqué à mettre la main dessus. Mais franchement, je trouve que cette config artistique aurait mérité au moins une 3060 pour le bonheur des yeux. Voilà, profitez, c'est beau. Allez, on finit avec les cartes graphiques. Tout d'abord, l'annonce de Nvidia. Voilà, l'image parle d'elle-même. Hein. Ils ont décidé d'arrêter petit à petit la production des anciennes générations. Là où ils avaient plus ou moins expliqué qu'ils allaient se remettre à produire ces anciennes générations pour pallier au manque de disponibilité sur les dernières, sur les RTX 3000.
Ici, ils font un pas en arrière en expliquant qu'ils arrêtent les anciennes générations pour prioriser la production des des- des dernières générations. Du coup, voilà, les 2060, les 1660 Super, les 1650, 750 Ti, ça va disparaître, ça dégage et, place aux nouvelles cartes, donc série 3000 et les CMP qui du coup vont réutiliser ces architectures anciennes générations. Les CMP qui, certaines se basent sur Turing, donc comme les séries 16 par exemple. Donc un peu triste. Après, d'un autre côté, honnêtement, voir des cartes des 2069 se vendent à des prix indécents, ça faisait très mal aussi. Donc à la limite, je préfère voir des dernières générations se vendre à des prix indécents. Je trouve ça un peu plus normal. Mais ça veut aussi dire on n'est pas prêt de retrouver du stock dans nos magasins, malheureusement. Allez, on finit avec les stocks. Justement, ça, c'est les stocks qu'il y avait ce matin sur Top Achat. Donc, on va de 500 € à 2680 d'une 1660. Tout simple, hein, pas super, pas TI, une 1660 à 500 €. Et on va jusqu'à la 3090 à 2680. On a du coup des 1660 super, des 6700 XT, des 30. Oh, une 3080 ici. Il y avait une 3080 incroyable. Et des 6900 XT. Voilà ce qu'il y avait ce matin. Et ce soir, qu'est-ce qu'on a? Attention, petit refresh. On a toujours la 1660 classique à 500 €, hein, très très cher. Ensuite, on passe directement au 6700 XT. La MSI, oh, une MSI qui est la moins chère des 6700 XT jamais vue en stock. 880 €, moins de 900 €. On a la Power Color qui est aussi à moins de 900 €, enfin 900 € on peut dire. Asus qui a aussi baissé ses prix, 930 €, celle-là était plus chère avant. Les ASRock qui ne baissent pas, hein. Celles-là elles se vendront pas hein, s'ils baissent pas les prix. La classique à 1180 et la RGB à 1240. Franchement, entre celle-là et celle-là, moi je prends la Asus 1000 fois, je prends même la Power Color ou la MSI 1000 fois, qui sont quand même bien moins chers. Et après on passe directement au 6900 XT, une Power Color à 2100, la Aorus à 2200 et les Saphir Toxic qui est Toxic Extreme Edition 2600, 2650. On a une 3090 en stock, attention, vous pouvez applaudir chez vous une 3090 de MSI, la Supreme X, à un prix totalement indécent de 2780 €. Voilà, voilà des stocks. Il y a quand même une 3090, hein, la seule série 30 de disponible aujourd'hui, ce soir. Mais bon, on approche les 3000 € hein, sur cette 3090. À quand la première 3090 à 3090 €? J'espère que ça n'arrivera pas, mais il y a moyen que ça arrive un jour. Et voilà, c'est la conclusion de notre point Actu Hardware. J'espère que vous avez appris des trucs et que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour moi, c'était cool. Comme d'habitude, je vous invite à faire des retours pour m'aider à progresser. Si vous voulez m'aider à progresser, le mieux c'est de faire des retours. Et des retours constructifs, bien sûr. Et je vous invite à revenir demain pour la suite des actus hardware. On fait un peu de jeux vidéo en ce moment, forcément E3 oblige. On est pile poil dans l'actu. Donc on se régale avec un peu de jeux vidéo et de l'actu hardware. En tout cas, merci d'avoir regardé et à demain.